¿Qué pasa en su corral? ¿Qué no? Ve. Cela fait maintenant un bout de temps que j'arpente régulièrement les allées des musées, et je me suis rendu compte au fil de ces années qu'il m'arrivait très souvent de tomber nez à nez avec des représentations de bébés absolument immondes. Mais pourquoi les artistes sont-ils si cruels? Qu'est-ce que ces petits sucres d'orge ont bien pu faire pour mériter un tel traitement? Bon ok, la beauté est un critère totalement subjectif. C'est vrai ça, si ça se trouve j'ai des goûts de chiottes en matière d'enfants. Admettons que je sois la seule à trouver ces bébés effrayants. Vous reconnaîtrez tout de même qu'ils s'éloignent quelque peu des critères de mignonnerie actuels. Du moins, des critères véhiculés par les médias, la publicité ayant fortement contribué à construire l'image type du bébé parfait. C'est-à-dire un bébé souriant, à la tête bien ronde et aux joues aussi grosses que des ballons de foot. Cette image idéalisée du nourrisson vient totalement fausser nos critères de beauté actuels, ce qui explique pourquoi nous trouvons certaines représentations de bébés si laides. Et ce sentiment se voit clairement décuplé dès lors que l'on s'intéresse à la période médiévale et au début de la Renaissance. Il faut savoir que durant cette période, l'enfant est très peu représenté, et que lorsque c'est le cas, il s'agit exclusivement de l'enfant Jésus. Cependant, malgré ce statut d'enfant star, Jésus n'apparaît pas toujours sous son meilleur jour, et on trouve plusieurs explications à cela. Chez les peintres flamands, par exemple, on a tendance à peindre Jésus de manière réaliste, car Dieu a choisi qu'il soit mis au monde sur terre et par conséquent qu'il prenne une apparence humaine. Ainsi, l'enfant Jésus est loin d'être cette figure parfaite et inégalable, et parvient tout à fait à concurrencer la laideur de ses petits camarades des bacs à sable. Par ailleurs, certains artistes n'hésitent pas à le représenter comme une sorte de modèle réduit d'adulte, presque aussi flippant que Benjamin Button. Car certes, Jésus est un être humain, mais il s'agit tout de même du Fils de Dieu. Il doit donc faire preuve d'une forme de maturité, autant d'un point de vue physique que gestuel. Dans ce tableau, par exemple, l'enfant Jésus est loin d'avoir l'attitude ordinaire d'un nourrisson. Il se tient aussi droit qu'un adulte et porte dans sa petite main le globe crucifère, symbole de la terre sur laquelle il s'est incarné, est mort puis ressuscité. Cette façon singulière de représenter l'enfant à la manière d'un adulte miniature se retrouve également chez les artistes italiens de la même période. Cependant, là où les peintres flamands choisissent de figurer Jésus sous les traits d'un petit vieillard, les artistes italiens nous offrent la vision d'un bébé bien en chair, à l'aspect moins maladif, bien que toujours effrayant. Mais ici, la référence à l'âge adulte se traduit par la gestuelle de Jésus et non par son apparence physique. Si l'enfant Jésus est la star incontestée de cette période, le XVIIe siècle accorde petit à petit une place plus importante au bébé lambda. Mais comment les peintres peuvent-ils appréhender ces nouveaux modèles? Doivent-ils s'appuyer sur les représentations de Jésus ou davantage se fier à la réalité? Autant de questions qui vont donner lieu à des interprétations pour le moins étonnantes. Et à la vision subjective de ces artistes vient s'ajouter le regard de la société sur l'enfant qui n'a pas toujours été des plus tendres. Aujourd'hui, l'enfance apparaît comme une sorte de paradis perdu que l'on aimerait pouvoir retrouver. Tandis qu'à la fin du Moyen-Âge et aux prémices de la Renaissance, l'enfance est perçue comme un passage à la fois douloureux et dangereux vers l'âge adulte. Cette perception explique probablement pourquoi l'enfant, en dehors de Jésus, est très peu représenté durant cette période. Par ailleurs, l'Église contribue fortement à ternir l'image de cet enfant en le considérant dès sa venue au monde comme pécheur. Non, pas ce type de pécheur, mais plutôt celui-ci. Étant donné que l'enfant est censé être le descendant d'Adam, soit l'auteur du péché originel, il est automatiquement rangé dans la catégorie de super pécheur. Et il faut savoir que le péché est considéré par l'Église comme une forme de maladie qui se doit d'être guérie par le baptême. Mais hélas, pour nos pauvres bouts de chou, cela ne suffit pas toujours. Car en plus de cette étiquette de pécheur, l'Église n'hésite pas à les assimiler à des animaux. Bon, il faut reconnaître que sur ce point, la ressemblance avec Idéfix est assez troublante, tant par ses difficultés à se faire comprendre que par sa capacité infinie à produire de la bave. Si l'Église est en partie à l'origine de la mauvaise image de l'enfant, son espérance de vie est également un critère à prendre en compte. En effet, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'Europe connaît un taux de mortalité infantile extrêmement élevé, ce qui explique peut-être le désintérêt de la peinture à l'égard des nourrissons. C'est vrai ça, à quoi bon perdre son temps à peindre un beau portrait de bébé quand on sait qu'il peut mourir d'une minute à l'autre? Donc si je récapitule, l'enfant est perçu par la société de cette époque comme une sorte de créature démoniaque vouée à la mort. Sympa. Du coup, avec une telle réputation, on peut se demander par quel miracle ce dernier est finalement parvenu à susciter de l'empathie,
voire pire, à être apprécié? Eh bien la réponse est à chercher dans le siècle des Lumières. En effet, le mouvement des Lumières remet en question la religion, et notamment l'intolérance dont fait preuve l'Église à l'égard de certains comportements. Ainsi, selon les philosophes des Lumières, l'homme, et par extension l'enfant, a désormais le droit à l'erreur et ne doit plus être blâmé pour cela. Par ailleurs, ces derniers s'intéressent à la notion de bonheur individuel et aux conditions de vie de tout un chacun. Autant d'idées qui se répandent et parviennent peu à peu à modifier le regard de la société sur l'enfant et par conséquent l'image que l'on en fait. Parallèlement à la diffusion de ces idéaux, l'ascension de la classe bourgeoise donne lieu à une nouvelle manière de représenter la famille. Dorénavant, les parents sont fiers de poser aux côtés de leur progéniture et n'hésitent pas à mettre en scène les petits plaisirs simples de la vie quotidienne. L'enfant, et notamment le garçon, ne servant plus seulement à assurer la continuité de la lignée, mais symbolisant l'unité et le bonheur familial. Par ailleurs, les petits progrès de la médecine permettent d'améliorer l'espérance de vie des nourrissons et par conséquent de sensibiliser les parents à la question. Ainsi, le XVIIIe siècle a non seulement permis à l'enfant d'être davantage représenté dans les arts visuels, mais également d'être représenté avec plus de justesse et de délicatesse. Et à mesure que l'on avance dans le temps, l'attention accordée aux traits du visage et au reste du corps ne cesse de s'accentuer. Cependant, les avant-gardes de la première moitié du XXe siècle marquent un véritable tournant dans la représentation de l'enfant et donnent lieu à une multitude de portraits plus approximatifs les uns que les autres. Néanmoins, les artistes de cette période ne cherchent pas à décrédibiliser l'enfant, bien qu'on puisse en douter, mais plutôt à remettre en question les fondements même de la peinture et de l'esthétique. En conclusion, on peut dire que les bébés s'en sortent plutôt bien compte tenu de la terrible réputation dont ils ont fait les frais pendant plusieurs siècles. Surtout lorsque l'on prend conscience du nombre incalculable d'étranges créatures qui continuent à voir le jour. J'en suis la preuve vivante, n'est-ce pas Jean-Marie ? J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager aux futurs parents de votre entourage et à vous abonner si vous aussi vous avez été un horrible bébé ou encore l'enfant caché de Jean-Marie Le Pen. Bonne journée à tous!